Au sommaire de ce premier numéro du Vendée Mag, retour sur 3 semaines intenses au Sables d'Olonne pour célébrer cette 10e édition du Vendée Globe. Nous partirons à la découverte d'un IMOCA, ces bateaux de 18 mètres taillés pour le tour du monde. Et nous nous pencherons sur les premières options de route des concurrents avec Christian Dumar, l'expert météo de la course. À la fin du mois d'octobre, 40 des plus grands marins de la course au large ont remonté le chenal des Sables d'Olonne pour s'amarrer au ponton de Port-Olona, 3 semaines avant le départ de la 10e édition du Vendée Globe. 40 marins de 11 nationalités différentes, 34 hommes et 6 femmes de 23 à 65 ans, qui s'apprêtent à se lancer dans une aventure extraordinaire autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, à bord d'un voilier de 18 mètres. La plus belle des courses à la voile, le défi ultime, un skipper, un bateau et la mer, avec la Vendée et ce chenal comme lieu de départ et d'arrivée. Tous les 4 ans, depuis 1989, les Sables d'Olonne deviennent pour l'hiver le centre névralgique de la course au large. La ville vit au rythme du Vendée Globe et accueille des visiteurs venus du monde entier. Le Vendée Globe est l'occasion d'une grande fête populaire autour des marins, un rendez-vous dont avait été frustré le public en 2020 en raison de la pandémie mondiale. 3, 2, 1, et c'est fait! On sent combien ils étaient impatients de se retrouver ici et pouvoir rencontrer ce public. Nous allons avoir un public merveilleux pendant ces 3 semaines. Je souhaite qu'il y ait des rencontres profondes qui puissent se dérouler entre cette grande fête populaire et les skippeuses et les skippers. Il fallait que le village soit à la hauteur d'un grand événement, l'Everest des mers, la plus belle course au monde. 3 semaines festives et ensoleillées au cours desquelles le nombreux public s'est plongé dans l'univers de la course au large. Franchement, c'est joli à voir, quoi. Un village éphémère de 30 000 m² a été bâti pour l'occasion sur les quais des Sables d'Olonne. Un espace immersif, distrayant et pédagogique présente le Vendée Globe, ses 40 acteurs, son parcours et son histoire légendaire, avec ses hauts faits sportifs, ses aventures humaines et ses fortunes de mer. À la fois ludique et informatif, l'espace des initiatives positives a mis en lumière les engagements sociétaux et environnementaux d'un certain nombre de partenaires, d'associations et de sponsors. Pour cette 10e édition du Vendée Globe et dans le cadre de ses actions pour la préservation des océans, l'organisateur a décidé de créer un fonds de dotation, le Vendée Globe Foundation, qui vient au soutien financier de projets, de démarches et de recherches scientifiques avec la mer ou sa faune comme sujet principal. Une démarche qui s'inscrit dans le partenariat de la course avec l'UNESCO pour accélérer encore la préservation et la connaissance des océans, le terrain de jeu des marins. C'est cette zone-là qui nous intéresse, et en gros, c'est 20-25 styles. 25 d'entre eux embarquent des balises, des capteurs, des bouées, des flotteurs, ainsi que des stations météorologiques qui vont collecter des données essentielles aux scientifiques, notamment dans les zones les moins fréquentées du globe, afin d'enrichir les connaissances mondiales sur le climat et l'océan et d'améliorer les prévisions météo. Je vais embarquer cet instrument qui va tout au long de la course collecter des petits échantillons d'eau de mer pour en mesurer différents paramètres comme la température de l'eau, la salinité, l'oxygène, le taux de CO2. C'est super d'aller faire du bateau à voile autour de la planète, mais si en plus on peut rendre un petit peu service, un petit peu à notre échelle, eh ben, c'est encore mieux. Les partenaires de la course et les sponsors des navigateurs profitent également de ces espaces de convivialité et de rencontres pour recevoir des clients ou des salariés, rencontrer de nouveaux prospects et travailler aux futurs projets. Pour la Vendée, c'est aussi un lieu de rassemblement des acteurs économiques du département. Le soleil a permis de vivre pleinement cette période du village essentielle pour valoriser, faire fructifier et travailler le retour sur investissement des sponsors. Là, c'est à peu près en fait la configuration. La quête de moyens supplémentaires ne s'arrête jamais pour les marins car armer un IMOCA est onéreux. Depuis 1989 et au fil des 9 premières éditions, le Vendée Globe est devenu une institution. C'est toujours un immense défi qui paraissait inaccessible en 1989 aux 13 pionniers et qui aujourd'hui stimule les 40 skippers prêts à faire le grand saut. Ce sont les anciens vainqueurs du Vendée Globe qui arrivent le mieux à caractériser ce qu'est devenu cette aventure hors norme.
C'est une drogue dure, le Vendée Globe. La notoriété du Vendée Globe, cette légende, c'est dû à la course, au parcours. Le parcours est tellement long, les conditions sont tellement imprévisibles. C'est ça qui fait l'essence de cette course-là. Je pense que le Vendée Globe a cette qualité, justement, c'est de ne pas simplement être du sport. Tout le monde comprend qu'il y a quelqu'un qui part sur un bateau tout seul, qui va faire le tour du monde. C'est ça qui rend cette course si populaire. Le tour de la planète à la voile sur un IMOCA, c'est quelque chose. Et cette adrénaline que tu as le jour du départ, dans les mers du Sud, ces satisfactions que tu peux avoir quand ton bateau est bien réglé, qui glisse à fond. Tous les concurrents, que tu finisses classé, que tu finisses hors classement, quand tu as bouclé un tour du monde, tu as vécu des choses incroyables. Une emmerde par jour, une petite, une moyenne, une grosse. Et tous les jours, il faut régler cette emmerde parce que demain, il y en aura une autre. Vraiment, il y a des moments où on est tout seul face à soi-même, où il faut prendre des décisions extrêmement difficiles. Parce que on est tout seul à tout faire et quand ça se passe mal, c'est grâce à nous et quand ça se passe bien, c'est à cause de nous. Et ça, il faut être capable de le gérer, de le digérer, de le maîtriser sur les 2, 3, 4 mois de course. La course au large d'une manière générale est une course avec soi-même, contre soi-même et évidemment contre d'autres marins, d'autres bateaux, d'autres projets. Mais voilà, c'est je pense la beauté de la course au large. Aujourd'hui, le Vendée Globe n'est pas tout à fait le même qu'il y a 30 ans, hein, clairement. C'est que c'est réellement devenu une compétition de très haut niveau, mais dont on sait qu'elle sera de temps en temps interrompue ou parsemée par quelques petites ou grandes aventures maritimes, humaines. Et c'est ça qui fait la magie. Je pense que quand on était en 2012 ou en 2016, on était 4-5 à pouvoir gagner le Vendée Globe au départ. Là, je pense qu'ils sont une bonne dizaine, voire plus. Ça, c'est des moments d'adrénaline que tu as envie de revivre. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas autre chose que le Vendée Globe qui puisse me redonner tout ça. Donc c'est essentiellement pour vivre ces moments forts que j'y retourne. Ça va se jouer dans la tête. Et celui qui aura le plus envie de le gagner, celui qui se donnera le plus sur l'eau, qui ira chercher un peu plus loin que ses limites, remportera cette 10e édition. S'il n'a jamais couru le Vendée Globe, Sir Robin Knox-Johnston restera à jamais le premier à avoir fait le tour du monde en solitaire et sans escale en 1968 lors du Golden Globe Challenge, dont il sera le seul à l'époque à terminer la course en 312 jours. Présent au sable, ce pionnier a redit son admiration pour ce qu'est devenu le Vendée Globe. C'est génial. Je pense que cette course a un avenir fantastique. Parce que c'est très bien organisé et je pense que la classe IMOCA se développe de manière très stimulante. Ce qui signifie que les gens disent « Allez, c'est cette course que je veux faire. C'est celle qui donnera la meilleure exposition à mon sponsor. » Cela encourage tout le monde. Tous les bateaux du Vendée Globe sont des prototypes dont la conception et la construction sont régies par des règles de la classe IMOCA, un cadre de normes dans lequel les architectes et les ingénieurs peuvent innover. Ces monocoques mesurent au maximum 18,28 m sur une largeur de 5,85 m maximum, avec une quille pivotante de 4,50 m qui porte un bulbe de 2,5 tonnes en moyenne. Des foils, ces grandes moustaches sur les côtés leur permettent de prendre appui sur l'eau et de déjauger pour limiter la friction de l'eau et donc le freinage. Les bateaux anciens sont munis uniquement de dérives, c'est-à-dire ne pouvant pas voler. Ils sont donc moins rapides que les foilers. Le mât culmine à 29 mètres au maximum et porte jusqu'à 4 voiles en même temps. Les marins embarquent 8 voiles maximum pour la course et ils passent leur temps à adapter leurs voiles aux conditions pour utiliser au mieux le vent. Dans le détail, une grande voile de 150 mètres carrés que l'on peut réduire en la descendant sur le mât, on parle de prendre un riz. Une voile d'avant allant de 140 mètres carrés pour un J1 à 50 mètres carrés pour le J3. Ces voiles sont utilisées pour les allures face au vent, avec une voile de tempête obligatoire, le tourmentin. Pour les allures de vent arrière, jusqu'à 300 mètres carrés pour la plus grande voile, un grand Jennaker, et 375 mètres carrés pour un spi. En vitesse de pointe, les bateaux peuvent atteindre les 40 nœuds, soit plus de 70 km/h.
Le parcours du Vendée Globe est inchangé depuis 1989, avec un départ et une arrivée au Sables d'Olonne, sans autre escale possible sur la route. Innovation voulue par l'organisateur, 2 zones de protection de la biodiversité autour des Açores et du Cap-Vert ont été créées car ce sont des zones identifiées par les scientifiques comme des zones de reproduction et de migration des grands cétacés et d'autres mammifères marins. 45 000 km avec un passage par les 3 caps. Bonne-Espérance en Afrique du Sud, Leeuwin en Australie et le Horn à la pointe de l'Amérique du Sud. Les concurrents font le tour du pôle Sud et de l'Antarctique avec une zone interdite pour éloigner les concurrents des risques de collision avec des icebergs décrochés de la banquise. Le meilleur temps sur ce parcours du Vendée Globe reste celui d'Armel Lecléache en 2016 en 74 jours et 3 heures. Cette 10e édition du Vendée Globe sera une aventure, mais aussi une vraie bataille navale de régatiers à l'échelle planétaire. Jamais le plateau sportif n'avait été aussi dense et relevé, avec de nombreux favoris légitimes et encore plus d'outsiders pouvant réussir la course parfaite et monter tout aussi légitimement sur le podium, voire remporter cette 10e édition particulièrement excitante pour son incertitude. Tous les marins qui sont, en tout cas dans un projet de performance, ils partent pied au plancher, quoi. Je ne suis pas convaincu que sur un Vendée Globe, ça tienne pied au plancher du début à la fin. On pourrait avoir 20 bateaux qui peuvent aller sur le podium. Moi, ça m'excite de savoir qu'il va y avoir peut-être 15 ou plus de bateaux qui ont des potentiels et surtout qui peuvent gagner le Vendée Globe. Ça va être excitant à vivre de l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence sera rude, sûrement plus féroce que sur l'édition 2020. Ça va être tellement long et tellement dur de maintenir un niveau élevé de performance hommes et bateaux sur les 80 jours que voilà, c'est pas fini avant la fin. La fin de course est écrite à aucun moment. Et même si finalement le début de course n'est pas celui espéré, c'est loin d'être rédhibitoire. La course est très très longue. 2 choses, c'est que, c'est bien de faire partie des favoris, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Par contre, ce statut de favori, il ne donne pas de points d'avance ou de 1000 d'avance. Donc l'exemple de Yannick, qui a gagné la dernière fois, il est parlant. Hein. Je pense que personne n'avait misé beaucoup d'argent sur lui, et à la fin, c'est lui qui gagne. L'aléatoire crée l'aventure, et sur la route de ces 40 skippers talentueux, la météo, les imprévus, les avaries et les faits de course dicteront le scénario, quels que soient les palmarès ou les mérites des marins. Il y a 4 ans, à 48 heures de l'arrivée, 5 marins pouvaient encore l'emporter. Ce pourrait être le cas pour cette édition encore, et avec encore plus de prétendants. Alors, tentons d'y voir plus clair. 7 skippers sont factuellement au-dessus du lot, soit parce qu'ils ont remporté les dernières transatlantiques, soit parce qu'ils ont été particulièrement réguliers sur les podiums. À bord de bateaux de la dernière génération, tous ont montré une capacité à élever leur niveau d'engagement sur les courses de ce dernier cycle de 4 ans et possèdent toutes les clés, mais on sait tous que cela ne suffit pas toujours. Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme, Jérémy Bayou, Boris Herman, Sam Davis, Sam Goodchild sont ce fameux 7 majeur qui, à coup sûr, donnera très vite le tempo dès la ligne de départ franchie. Si la fiabilité de leur bateau ne leur fait pas défaut, ils seront devant. Pour combien de temps? C'est l'inconnu, tant la longueur de l'épreuve impose la modestie. Le Vendée Globe, c'est une course par élimination. Si t'as pas compris ça, t'as rien compris. Hein. Ça sert à rien d'y aller. Hein. Derrière eux, un groupe d'outsiders qui n'ont que peu de choses à envier à ce groupe de tête. Nicolas Luneven, Paul Meillat, Justine Métraud, Damien Séguin, Sébastien Simon, Louis Burton, Yannick Bestaven ou Maxime Sorel, voilà des femmes et des hommes qui pourraient se révéler sur ce Vendée Globe et animer la course, car tous ont les armes pour être en tête de la flotte. Toujours chez les foilers, un dernier groupe de marins solides saisira la moindre opportunité offerte par les ténors. Du côté des bateaux à dérive, là aussi le match sera ardu et en fonction de la météo sur le parcours, leur déficit de vitesse pourrait ne pas les handicaper irrémédiablement, voire comme en 2020, leur permettre de soutenir la comparaison avec les foilers. C'est d'ailleurs le pari de Jean Lecam et d'Éric Bellion qui ont construit 2 bateaux neufs à dérive droite et non à foil.
Avec des bateaux anciens, Violette d'Orange, Tanguy Le Turquet, Louis Duc, Benjamin Ferré, Sébastien Marseille et Guirec Soudé vont se livrer un match dans le match à haute intensité pour leur premier Vendée Globe. Voilà des marins qui sauront optimiser leur trajectoire comme ils l'ont montré ces dernières années et systématiquement un bateau à dérive a réussi à se glisser dans le top 10 des dernières courses. Certains sont au départ pour vivre l'aventure d'une vie. Boucler le tour du monde serait la plus belle des récompenses. C'est le cas par exemple pour le Belge Denis Van Venberg, ancien chef d'entreprise de 57 ans. Pour Chabi Verroes, le Hongrois, triathlète émérite. Pour le Chinois Xu Jingkun, amputé d'un bras à 14 ans. Pour le Suisse Oliver Eyre, l'ancien préparateur d'Alex Thompson qui a franchi le pas pour mener sa propre barque. Ou pour Antoine Cornic, ancien restaurateur décidé à vivre sa passion de la voile pleinement. Après 15 jours d'obligations médiatiques et publiques à enchaîner les séances photos, les interviews, les rencontres, les dédicaces, les visites de bateaux et les présentations de leurs aventures. On va être seul pendant 3 mois, donc là moi je me nourris des gens qui sont là, franchement ça fait plaisir. Et c'est chouette de voir des humains et pas que des clics sur internet ou des likes. Après avoir vécu comme des rockstars, à l'approche du grand départ, les marins ont cherché à prendre du recul, à se préserver, à se détendre pour recharger les batteries. Voilà, on essaie de faire ça avant le Vendée Globe parce que ça arrive bientôt, donc voilà, c'est les derniers moments ensemble et on est relativement prêts, donc il y a cette sérénité. Maintenant, il faut quand même rester concentré et aujourd'hui, on profite, donc c'est bien. Pendant ce temps-là, les équipages reprennent possession des bateaux, les désinfectent pour éviter d'embarquer des microbes, font les dernières vérifications. Tout est prêt pour faire le tour du monde. Et remettent en configuration course des embarcations devenues depuis 3 semaines des œuvres d'art dans le plus beau des musées à flot. Même si moi je pars sur la mer, sans l'implication de l'équipe qui est à côté de moi, ces projets-là, ça ne serait pas faisable. Vu la taille du bateau, il faut une équipe qui soit à l'auteur du défi, sinon on va nulle part. On n'arrive même pas à la sortie du chenal. L'ultime épreuve de terrien, avant de prendre le large, sera cette grande décharge d'émotions que s'apprêtent à vivre les 40 marins lors de leur descente du chenal des Sables d'Olonne. Ça me fait un peu flipper, moi, cette phase-là. Dans toutes les courses qui me déplaît le plus, c'est la veille ou le jour du départ. C'est des moments où je ne suis pas très à l'aise, pas mal de stress. Et une fois que la ligne est partie et est passée, je suis toujours le plus heureux. Tous redoutent ce moment d'effusion intense entre les adieux à la famille et aux proches et le défilé de gladiateurs dans l'arène du chenal devant une foule massée sur les quais. C'est vraiment un truc que j'ai envie de vivre. J'ai pas du tout envie de bloquer mes émotions à ce moment-là. J'ai envie de les vivre pleinement. Et après de me remobiliser très vite pour concentrer sur le départ. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre parce que le dernier départ s'était déroulé en plein Covid. Cette fois, ce sera différent, ce sera plus distrayant, je pense. Mais la chose qui sera vraiment différente cette fois, c'est que mes amis et ma famille seront là. La dernière fois, ils n'étaient pas là et j'étais vraiment toute seule. Chaque semaine dans cette rubrique L'Expert, nous tenterons de vous apporter des lumières sur la course que nous allons tous vivre sur nos cartographies avec des marins, des anciens vainqueurs. Et cette semaine, pour commencer, c'est Christian Dumas qui est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour François. Vous êtes le consultant météo de la course. C'est la bonne nouvelle qui a détendu tout le monde sur les pontons. A priori, des conditions de départ très clémentes. Oui, tout à fait. Donc on attend peu de vent, voire très peu de vent sur la ligne de départ. Donc des belles conditions et le vent devrait se renforcer progressivement dans la soirée, mais pas de vent très fort en tout cas pour sortir du golfe de Gascogne. Donc facilité pour les marins pour s'amariner, pour la transition terre-mer et une entrée en course comme on n'en avait pas vu depuis 1989 finalement avec du nord-est, ça veut dire des conditions de vent portant. Oui, tout à fait. Donc les bateaux devraient partir vent de travers ou portant, donc avec du vent qui vient plutôt de l'arrière. Donc des conditions plus faciles en termes de navigation
Et donc moins de mer aussi, puisque c'est du vent de terre, et donc peu de mer, peu de houle du large. Et en termes de stratégie, tout le monde va aller chercher un virage assez serré au large du Cap Finistère, je crois. Alors, l'idée, c'est de partir d'abord un petit peu dans l'ouest pour l'instant, pour aller chercher un peu plus de vent, parce qu'il y aura très peu de vent à la côte. Donc de partir plutôt dans l'ouest, et puis ensuite de tirer des bords au vent arrière, donc voilà, sur différents bords, pour pouvoir aller jusqu'au Cap Finistère, enrouler le Cap Finistère plus ou moins près, ça reste encore à définir, et puis ensuite plonger vers les Canaries dans le sud. Pour aller chercher des alizés, on va rester donc au vent portant jusqu'à l'équateur, c'est ça que ça veut dire ? Alors tout à fait, les bateaux pourraient rester, en tout cas les premiers, au vent portant jusqu'à l'équateur, en tout cas jusqu'au poteau noir, parce qu'une fois dans le poteau noir, les vents peuvent être un petit peu plus erratiques, mais on pourrait avoir ce qu'on appelle un alizé portugais le long du Portugal, donc du vent de nord-est, puis du vent portant par la suite, donc l'alizé jusqu'au poteau noir. Bon, une entrée de Vendée Globe plutôt confortable donc. Merci Christian Dumas. Et pour terminer ce magazine, je vous propose de découvrir ceux sans qui ces 3 semaines n'auraient pas été aussi idylliques. Ce sont les bénévoles sablais. Les bénévoles sur le Vendée Globe, ce sont les petits hommes rouges qu'on aperçoit à chaque coin de passerelle, d'entrée. Ce sont essentiellement des gens issus des Sables d'Olonne et des environs. Je suis la toute femme de la mascotte. Nous sommes 382. La moyenne d'âge des 382 bénévoles est de 67 ans. Et on a une jeune fille de 22 ans et 2 ou 3 personnes qui travaillent encore. Sinon, je pense qu'on aurait largement dépassé les 69 ans ou 70 ans de moyenne d'âge. On aura accompli environ 5200 missions de 4 heures chacune et déployé environ 35 000 heures. C'est la sécurité. Merci. Ici, c'est 1 € à chaque badge. Non, 5 €. Vous avez pas dit? Ah, mais c'est pas grave, moi. Et il n'y a pas les bisous en plus avec à chaque fois? Primo bisous, non Je scanne avec ma zapette pour savoir si les gens ont bien le droit de passer avec leur accréditation sur le ponton. Voilà. C'est très compliqué. Mais comme je suis très savant, j'ai réussi. Et c'est surtout un rôle d'accueil, contrôle et conseil. Énormément de conseils. Où sont les toilettes? On revient très souvent dans vos hit parades. C'est peut-être même le best-seller. Passer à droite. Tous ceux qui ont des accréditations. Il faut être vigilant, mais avec le sourire, ça passe bien. Cette année, nous avons aussi des gens qui arrivent de départements limitrophes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, Charente-Maritime, etc. Et un Québécois qui s'est inscrit au dernier moment. Son rêve, c'était de faire le Vendée Globe. Il nous a touchés, on l'a pris et il nous éclaire de son accent un peu chantant et bizarre. Bonjour. Oui. Tout va bien? Oui. Sur le village, on me nomme François le Canadien. Je viens du Québec, spécialement pour être bénévole au Vendée Globe. Souvent, je suis ici le matin à 8h, 9h. Je me promène sur les pontons juste pour vivre l'expérience à fond. Je m'amuse. Tous les jours. J'ai réussi cette année à avoir des congés pour venir vivre ma passion à fond au village du Vendée Globe. Puis j'espère bien revenir dans 4 ans. Ça doit être tellement dur. Chapeau à ces hommes et ces femmes qui nous font vivre leurs rêves. Chapeau. Dimanche matin 10 novembre, les 40 concurrents quitteront la terre et les pontons de Port-Olona, au devant d'une page extraordinaire de leur vie. À 13h02 sera donné le départ, et après 4 ans d'attente,
l'aventure de la 10e édition du Vendée Globe commencera enfin.